bonjour à toutes et tous. Merci Occlusif pour l'invitation. Merci à Loïc pour voilà, l'amitié que tu m'as fait de pouvoir intervenir devant vous aujourd'hui. Alors, et bonne année, Occlusif, et à tous ses membres, hein. On a beau être que mi-janvier, l'année commence à peine. Alors, j'ai le privilège, l'honneur ou l'embarras d'être un peu le premier intervenant anxiogène du panorama. Donc, je vous rassure, je vais rester d'être bien correspondre à ce qualificatif d'anxiogène. Et je vais vous parler d'une menace alors, dont on parle beaucoup dans les médias, la manipulation de l'information, la désinformation, mais que Viginium traite de manière assez différente. Nous, on l'appelle l'ingérence numérique étrangère, et je vais vous parler pourquoi on l'appelle comme ça. Je vais vous dire ce que nous, on observe alors depuis 12 mois, 18 mois, les préoccupations, les défis que ça provoque, et puis surtout vous parler de comment l'État s'est structuré pour y faire face. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'à menace nouvelle, l'État s'adapte, l'État fait des choses, et donc là, ça me permet c'est une belle tribune pour pouvoir vous évoquer un peu les révolutions au sein de l'État pour traiter cette menace-là, qui est une menace spécifique, qui n'est pas du cyber, qui est une menace informationnelle. Alors de quoi parle-t-on? Imaginez un contexte électoral, on en a une bientôt, avec des sites internet qui vont usurper l'identité d'un parti politique pour proposer, par exemple, une prime de 100 € à tout électeur qui voterait pour un candidat. Imaginez des réseaux de faux comptes qui vont profiter opportunément d'un contexte de guerre, d'un contexte de tension internationale, pour s'attaquer à un produit phare, un fleuron de l'aéronautique de défense française, pour le décrédibiliser, toucher les prospects, par exemple. Imaginez un mouvement de contestation sociale. On a la colère des agriculteurs, on a pu avoir les gilets jaunes, il fut un temps, on en a d'autres. Et on va avoir des manœuvres qui vont chercher à attiser la colère et à la traduire dans la rue par de la violence physique. Bon, tout ça, c'est pas de la science-fiction, vous en doutez, c'est des cas, c'est des opérations concrètes que Vigilum traite quasiment au quotidien, et c'est ça que je vais vous évoquer. Alors, de quoi parle-t-on de manière concrète? Le mandat de Vigilum, je vous l'évoquerai après, c'est ce qu'on appelle la protection du débat public numérique. Cette protection, elle est liée à des facteurs de pression qu'on observe sur notre débat public. Le premier facteur de pression, je vais l'appeler stratégique. Le deuxième, je vais l'appeler systémique. Et le troisième, je vais l'appeler narratif, discursif. Le premier facteur de pression stratégique, il est lié à quoi? Il est lié à la persistance d'une activité étrangère malveillante dans notre débat public numérique. Cette persistance, elle est liée à quelque chose de tout simple, c'est qu'on a la chance d'être en démocratie. Notre débat public, il est libre et ouvert. Et parce qu'il est libre et ouvert, il est attractif. Et on a aujourd'hui, dans le cadre de Viginum, on suit plusieurs dizaines de modes opératoires informationnels administrés depuis l'étranger, qui sont prépositionnés dans notre débat public au travers de tout un tas de procédés techniques, des faux comptes, des bots ou des trolls, des sites web, des médias dont l'identité a été usurpée, des techniques qui reposent sur de l'intelligence artificielle générative, des blogs et des forums, des comptes d'influenceurs. Parfois, c'est assumé. La plupart du temps, c'est des techniques dissimulées. Et cette activité étrangère malveillante qui est persistante dans notre débat, du fait des caractéristiques de notre débat, alors ça leur permet bien évidemment de faire des opérations très planifiées, de concevoir des manœuvres planifiées. On a tous en tête les actions de l'Azerbaïdjan dans nos territoires ultramarins, en particulier la Nouvelle-Calédonie, qui a pu prendre des formes très particulières, hein, des faux comptes certes, mais aussi et avant tout la création d'une fausse ONG qui est en fait un organisme de propagande d'État qui visait à la fois à combiner des actions dans le champ physique, encore on organise des colloques, des conférences, puis à les valoriser, les amplifier dans le champ informationnel. Cette activité étrangère malveillante, elle peut aussi se traduire par des tentatives répétées de vouloir s'immiscer globalement dans la plupart des grands scrutins. Je vais être très direct. Depuis la création de Viginum, et même un peu avant, depuis 2017 en France, pas un seul scrutin majeur n'a été épargné par des tentatives d'ingérence numérique étrangère. Rien que sur 2024, les deux scrutins qu'on a eus, on a détecté, caractérisé 25 tentatives. 25 tentatives d'ingérence numérique étrangère qui ciblaient à la fois des partis, des candidats, le processus électoral en lui-même, l'instrumentalisation de thématiques dans notre débat, et puis décrédibiliser nos médias. Ça, c'est le premier facteur de pression que je vais appeler stratégique. Il est réel, c'est le cœur du métier du service. Le deuxième facteur de pression qui est sur notre débat, et là, je vais m'écarter de l'activité d'acteurs étrangers, je vais vous parler du terrain numérique, des mutations profondes du terrain numérique de notre espace informationnel. Et en fait, il y a trois facteurs qui jouent sur cette évolution de l'espace. Le premier, et je pense qu'on le constate un peu tous, qu'il y a une forme un peu de désaffection croissante pour nos médias d'information un peu traditionnels. C'est-à-dire qu'il y a moins de consommation de médias,
Il y a des parts croissantes, notamment parmi les publics les plus jeunes, qui vont privilégier de s'informer via leurs comptes de réseaux sociaux, parfois même via l'agent conversationnel qu'ils ont. Et en fait, on a une forme de désaffection. Donc ça, c'est une tendance lourde depuis un peu moins de 10 ans, mais qui s'accroît. Ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est le jeu des algorithmes. Alors, je ne vais pas vous faire un dessin sur ce qu'est un algorithme et comment ça fonctionne. Vous savez que les plateformes de réseaux sociaux ont des algorithmes, et plusieurs algorithmes de recommandation notamment, qui fonctionnent avec des paramètres très spécifiques qui sont relativement boîte noire auxquelles on n'a pas accès, donc c'est souvent difficile de déterminer comment ils fonctionnent. Pourquoi je vais vous parler de l'algorithme? C'est qu'une plateforme en ligne, un réseau social n'a pas été conçu pour partager de l'information. Ça a été conçu pour gagner de l'argent via des publicités en ligne, via des publicités programmatiques, du contenu sponsorisé. Donc la logique, c'est de pouvoir amplifier la visibilité de contenus qui ont un haut pouvoir d'engagement. Et il se trouve que sur les plateformes, faire ça, c'est monter en visibilité des choses qui sont rarement de l'information, surtout que certaines plateformes ont acté le fait de réduire la visibilité, d'invisibiliser les liens entrants sur leur plateforme, les liens extérieurs de médias traditionnels, pour en fait abaisser d'une certaine manière ce qui est une information et diluer l'information manipulée dans de l'opinion pour qu'au final tout se mélange. Donc ça, c'est le jeu algorithmique. Vous savez que le 20 janvier dernier, une date hasardeuse, en 2025, donc il y a un certain nombre de grands acteurs de la big tech qui ont acté le fait de mettre fin au programme de fact-checking et de modération, ce qui accentue sur leur plateforme le phénomène que je vous ai expliqué. Et enfin, on a un troisième paramètre dans ce terrain numérique et ses mutations profondes, c'est l'intelligence artificielle générative. Alors, encore une fois, dans mon champ qui est le mien, qui est la lutte contre les ingérences numériques étrangères, on observe un usage croissant de cette technologie pour mener des opérations, des campagnes. Aujourd'hui, c'est une évolution. Ce n'est pas encore une révolution, mais ça produit une élévation structurelle du niveau de menace. L'IA, c'est très bien l'IA. L'IA, il y a plein de bonnes choses avec l'IA. Le problème, c'est lorsqu'on va la détourner de ses usages pour des usages malveillants. C'est ça la problématique. Dans mon champ, l'IA, pour un acteur malveillant, elle va permettre de faire trois choses. Le premier, ou la première, c'est de générer du contenu faux crédible, du contenu faux réaliste. On a tous en tête le deepfake, c'est vrai, mais pas que. Dans certaines zones géographiques à l'étranger, le deepfake audio marche beaucoup mieux et est très difficile à détecter. Très, très difficile. Au travers de l'IA, il y a aussi la capacité à générer de manière automatisée, de dupliquer des contenus textuels, des contenus visuels, en les modifiant très légèrement par rapport, par exemple, à un article de presse traditionnel ou à une déclaration officielle d'un responsable politique, qui peut donc tromper, induire en erreur, en fait, les internautes et les utilisateurs de plateformes. Donc ça, c'est le premier usage malveillant, créer du contenu faux crédible. Le deuxième usage malveillant, il vise à animer, administrer de manière quasi humaine des faux comptes sur une plateforme. Quand on parle de faux comptes d'avatar, c'est des bots et des trolls. Ces procédés-là, ils ont des paramètres techniques qui vous permettent de les détecter. Un bot qui est un programme informatique, il a une fréquence d'activité, vous pouvez le détecter facilement. L'IA va permettre de, pardon cette affreuse expression, de randomiser cette activité qui était en théorie détectable pour la rendre quasi humaine et donc beaucoup plus difficilement détectable. Et enfin, le troisième usage malveillant, on ne le voit pas encore, mais on l'anticipe, on l'appréhende, c'est la capacité que l'IA aura demain à massifier en multiplateforme la diffusion d'un contenu pour saturer un débat public sur un thème. On ne le voit pas encore, mais ça, on l'anticipe, on l'appréhende. Voilà les mutations profondes de ce facteur systémique qui pèse sur notre débat public. Et puis, il y en a un troisième, que je vous ai appelé narratif ou discursif. Alors, c'est quoi ce facteur de pression discursif? Il n'est pas nouveau, on a pu le voir, vous savez, sur l'accusation d'une France colonialiste en Afrique ou dans certaines régions du monde. C'est l'arsenalisation d'une thématique extrêmement puissante qui va générer beaucoup d'engagement pour nous faire mal. Donc, il y a une thématique très d'actualité, si je vous dis la liberté d'expression, je pense que ça vous parle, qui a été implantée dans notre débat public par un certain nombre d'acteurs étrangers, pas tous des compétiteurs. Voilà. Et il se trouve qu'une fois que cette thématique est dans notre débat public, ce n'est plus une ingérence numérique étrangère. Ça devient un élément de notre débat démocratique. Et c'est là où il y a une volonté, et que ça c'est ce que j'aimerais que vous ayez en tête, une des nombreuses finalités, un des nombreux objectifs des acteurs malveillants, c'est de diluer l'information manipulée dans de l'opinion pour rendre difficile le fait de pouvoir le détecter et déstabiliser dans la durée, en fait, les débats publics, les démocraties, la façon dont le débat public est censé se former naturellement autour d'un sujet. Ça, c'est l'état de la menace, vous avez vu, bien anxiogène. Welcome, bonne année, on est bien. Alors maintenant, face à ça,
La France, elle n'a pas attendu ce constat que je viens de vous faire. Depuis 2018, elle a mis en place un premier dispositif national de protection, avec des lois, avec une première gouvernance interministérielle. Et ce premier dispositif de 2018, donc qui faisait suite à l'affaire des Macron Leaks en 2017, eh bien, il a été progressivement renforcé. Pourquoi? Le constat du réel. Je vous parlais tout à l'heure du mouvement des Gilets jaunes qui n'était pas du tout une manipulation de l'information, qui était un vrai mouvement de contestation sociale, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, peu importe, mais qui est un vrai mouvement. Mais parce qu'il était visible, parce qu'il était médiatiquement attractif, il a attiré des acteurs étrangers qui ont essayé de l'instrumentaliser, de l'exploiter, de lui faire mal. Le dispositif de 2018 n'a pas vraiment permis de répondre à ça. Même chose pour la pandémie de la Covid-19. Et le moment de cristallisation, ça a été l'assassinat de Samuel Paty, où à l'issue du discours du président de la République qui rappelait un petit peu ce qu'était le modèle français en termes de laïcité, de liberté d'expression, on a fait face à une vaste campagne anti-française sur les réseaux sociaux qui a principalement ciblé les entreprises, notamment au travers d'appels de boycott de produits. Et à l'époque, on n'a pas été capable de pouvoir détecter, anticiper, comprendre, analyser en fait cette grande campagne anti-française. Et du fait de ce constat de semi-échec, il a été décidé de renforcer en fait la protection de notre débat. Donc concrètement, 3 choses que l'État a fait, et puis je vous dirai un petit mot en ouverture. 1, protéger. On a renforcé la protection du débat public et plus généralement des intérêts fondamentaux de la nation, en créant d'abord un service à compétence nationale auprès du SGDSN qui est Viginum. Donc on est le tout petit frère de l'ANSSI, lui dans son champ qui est le cyber, dans le champ qui est le mien qui est l'informationnel, avec une mission claire, c'est détecter, caractériser les opérations d'ingérence numérique étrangère, notamment celles qui peuvent altérer l'information des citoyens pendant les élections. Donc on a créé un service qui a une capacité nationale dédiée et on a réorganisé en même temps la gouvernance interministérielle pour la rendre plus opérationnelle, la rendre plus efficace vis-à-vis des plateformes, plus efficace en matière judiciaire, plus efficace en matière de poids sur la régulation des plateformes en ligne au niveau européen. Donc il y a tout un tas de choses qui ont été mises en place depuis 2021 et qui sont appelées à se renforcer cette année en 2026. La deuxième chose que l'État a fait, c'est la régulation des plateformes. Donc vous savez que le DSA qui existe a été mis en place et on a l'ARCOM qui est le coordonnateur du DSA. Vous savez, le DSA, pour peut-être celles et ceux qui ne sont pas hyper au clair sur ce règlement européen, il y en a beaucoup. Le DSA, c'est un règlement qui impose aux plateformes en ligne en Europe des obligations renforcées quand elles présentent en fait des risques systémiques. Et donc on leur impose un certain nombre d'obligations pour réduire ces risques systémiques. Donc l'ARCOM et Viginum sont liés pour caractériser des manquements à ces obligations des plateformes et pouvoir traiter des sujets avec la Commission européenne. Il y a des premières annonces qui ont été faites en décembre dernier sur une plateforme en particulier, la fameuse amende de 120 millions d'euros contre la plateforme X. Je pense qu'il y en aura d'autres au cours de cette année. Dernier gros levier qu'on utilise, la question de l'éducation aux médias, de la sensibilisation. Une campagne de manipulation de l'information, c'est ni plus ni moins qu'une campagne de publicité en ligne. Vous avez des acteurs étrangers, des opérateurs qui font les campagnes. Vous avez des audiences, nous, finalement, qui sommes visés. Et au milieu, vous avez le lieu du débat public numérique qui est hébergé sur des plateformes en ligne. Et donc, le but de l'État, c'est d'avoir des leviers sur ces 3 objets pour traiter, neutraliser, entraver, gêner. Il n'y a pas que Viginum, on est très nombreux à agir. Donc, on essaye de jouer là-dessus. Le dernier bloc, c'est peut-être le plus important. C'est celui de l'opinion qui est visée, des jeunes publics notamment, mais pas uniquement. Le vrai sujet, c'est pas forcément d'avoir un Viginum à 1000, d'avoir une justice avec plein de magistrats compétents. C'est important, mais c'est pas seulement ça. C'est peut-être de faire en sorte que la cible réelle des acteurs malveillants, qui est la confiance du citoyen envers les institutions, envers la parole publique, entre nous, finalement, que cette confiance, elle soit protégée. Et notre constat, c'est que pour y arriver, il faut simplement mieux former les gens. Il faut monter le niveau de vigilance sur ce que sont ces manœuvres. Il faut éveiller un petit peu à la pratique des réseaux sociaux. Donc on le fait au travers de l'éducation nationale, on le fait en propre nous-mêmes. Et notre souhait, et c'est pour ça que j'étais ravi à l'invitation de Loïc d'intervenir au Clusif, c'est qu'on puisse peut-être ensemble demain réfléchir à des choses que l'on pourrait faire pour essayer donc d'aiguiser cette éducation média, la sensibilisation, l'information des publics, de tous les publics, pas seulement des publics les plus jeunes. Et mon mot de conclusion, ouverture, parce que je sais que je suis à la bourre, évidemment, dès qu'on me donne le micro, c'est compliqué de me l'enlever après. On a, mi-décembre, ouvert une grande consultation publique
à partir du site du SGDSN et qui repose sur une plateforme de make.org, une grande consultation publique sur une future stratégie nationale de lutte contre les manipulations de l'information. Donc l'idée, c'est un peu d'agir sur les différents piliers que je vous ai évoqués, protéger, réguler, éduquer, sensibiliser. Et donc n'hésitez pas à interagir sur cette plateforme, à nous mettre toutes vos idées, tout ce que vous avez en tête. Il y aura un gros travail ensuite, évidemment, de fil d'analyse, et puis il y aura une présentation et une publication de cette stratégie au cours du premier trimestre 2026. Je vous souhaite une excellente année, merci pour l'attention, et bonne longue vie au Clusif.